Claude Blanche-Maison, bonjour. Bonjour. Vous avez occupé plusieurs postes d'ambassadeur en Asie et en Europe. Quels événements marquants ont façonné votre vision de la diplomatie? D'abord, moi j'ai passé une douzaine d'années dans les négociations européennes, à Paris, à Bruxelles, à la représentation permanente de la France auprès des communautés européennes, puis à nouveau à Paris dans les services du Premier ministre. Donc ça, c'est une négociation multilatérale qui m'a dans le fond formé. Et j'ai tendance à prétendre maintenant qu'un diplomate, c'est avant toute chose un négociateur. Alors ensuite, effectivement, plus tard, j'ai été ambassadeur au Vietnam, en Inde, en Russie, en Espagne. Et je crois que finalement, le poste qui m'a le plus marqué, c'est le premier, forcément, parce que j'étais plus jeune, que c'était difficile, parce que c'était après 30 ans de guerre au Vietnam, finalement. Moi, je suis arrivé là-bas en 1989, avec une mission assez précise, définie par le ministre des Affaires étrangères, qui était dans le fond, d'établir les rapports les plus amicaux possibles avec le Vietnam, d'effacer les traces négatives de la période coloniale et d'avoir des rapports, en effet, de confiance avec le Vietnam. Alors, dans le fond, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé là-bas en 1989. C'est la période où déjà la Chine était passée à l'économie de marché, mais sans toucher au régime communiste, bien sûr. Et le Vietnam, avec plusieurs années de retard, voulait faire la même chose. Mais pour faire la même chose, c'était compliqué parce qu'il n'y avait aucun instrument juridique, aucune institution qui était prête pour faire fonctionner l'économie de marché. J'ai eu de la chance aussi parce que les Américains continuaient à boycotter le Vietnam, ce que nous critiquions d'ailleurs. Nous leur disions que c'était tout à fait anachronique. Mais du coup, il n'y avait pas d'ambassade américaine au Vietnam et on avait une place particulière. Alors, par exemple, les Vietnamiens nous ont demandé si on pouvait les aider à fabriquer un code de commerce, des lois qui permettraient de faire fonctionner l'économie de marché. Ça ne touchait pas naturellement au régime, au système politico-social, mais, et en effet, c'est ce qu'on a fait. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé beaucoup de temps avec des visiteurs français importants. Certains d'ailleurs étaient nés au Vietnam et étaient très heureux de venir faire des séjours de coopération. C'était l'époque où les derniers ministres francophones étaient encore au pouvoir et donc on a eu une période un peu idyllique finalement de coopération dans divers domaines, le droit, la médecine aussi, parce qu'on a eu le même phénomène dans le domaine médical, et puis on a commencé à prendre des jeunes Vietnamiens dans les grandes écoles françaises, y compris Polytechnique, y compris l'ENA. Pour eux c'était merveilleux, c'était le Graal, et effectivement on a constaté qu'ils étaient très forts, et qu'en général ils étaient plus forts que les étudiants français. Donc voilà, et ça s'est terminé par une visite d'État du président Chirac en 1993, qui en effet a marqué une vraie réconciliation avec en même temps une visite à Dien Bien Phu. Voilà, donc ça c'est probablement le poste qui m'a le plus marqué, mais c'est vrai que chaque poste a ses caractéristiques, et qu'entre deux postes on revient à Paris, parce qu'il faut être directeur de ceci, directeur de cela, il faut gérer le ministère des Affaires étrangères. Votre livre, Vivre avec Poutine, a reçu un prix de l'Académie française en 2020. Quelles leçons vous tirez de votre passage en Russie et vos discussions avec que ce soit le président ou leur ministère? Alors là, c'est Chirac qui m'a nommé en Russie, après que j'ai passé 4 ans en Inde, avec la mission, là aussi, finalement, d'essayer de se rapprocher de Poutine, qui était un nouveau dirigeant que personne ne connaissait et qui, dans le fond, n'avait pas envie de venir en France. Donc, il fallait le convaincre, puisque le président de la République française ne le connaissait pas, alors qu'il était déjà allé chez les Britanniques, il avait reçu W. Bush, qui avait été tout à fait séduit par le personnage.
Et puis, il allait en visite dans plusieurs pays d'Europe, y compris chez le pape, au Vatican, etc. Il n'est pas en France, parce que en France, il y a eu des critiques assez justifiées d'ailleurs sur ses origines dans le service secret du KGB et sur le fait qu'il avait engagé une deuxième guerre de Tchétchénie qui était particulièrement brutale. Donc en effet, et puis en plus, il y avait une hypothèque qui pesait sur nos relations, c'est qu'un photoreporter français était prisonnier de Tchétchènes depuis 8 mois quand je suis arrivé. Donc ma première tâche a été de le faire libérer. Et on l'a fait libérer par les troupes spéciales russes, et puis finalement, Poutine est venu à Paris et les choses se sont développées normalement, mais il y avait une compétition sévère parce que les Anglais voulaient une coopération très forte avec cette nouvelle Russie, les Américains voulaient une coopération très forte avec cette nouvelle Russie, et on a aussi proposé qu'il y ait des liens économiques avec l'Union européenne. Vous avez travaillé sur des dossiers sensibles au Quai d'Orsay. Comment la diplomatie française a-t-elle évolué dans le temps, depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai fait des choses très différentes au cours de ma carrière, comme vous l'avez vu. J'ai été très marqué par la diplomatie multilatérale telle qu'on la pratique à Bruxelles, négociations entre les États membres, puis ensuite, une fois qu'on a des positions fermes établies, négociations avec les pays tiers. Ça m'a évidemment appris comment négocier. J'ai en effet, lorsque j'étais à Paris, été associé à des négociations sensibles. Par exemple, une négociation de réconciliation avec Pékin, après qu'un autre gouvernement ait vendu un certain nombre d'armes à Taïwan, y compris des Mirages, y compris des frégates. Ça a été une négociation compliquée, mais intéressante. Et comme toujours, il faut également essayer de comprendre ce que veut l'interlocuteur, le partenaire ou l'adversaire, comme vous voudrez, les deux à la fois, de façon à essayer de boucler une négociation, puisque là, c'était l'objectif. Les Chinois avaient lancé une sorte de boycott des entreprises françaises, qui évidemment n'était pas acceptable. Les entreprises disaient on est en train de perdre des parts de marché, et il fallait donc trouver un modus vivendi, ce qui a été fait. Le titre de votre conférence aujourd'hui évoque un affrontement entre la règle de droit et le rapport de force. Pensez-vous que le droit international ait perdu en influence ces dernières années? Écoutez, aujourd'hui vous m'interrogez, c'est quelques jours après l'incident grave dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre le président Trump et le président Volodymyr Zelensky. Et on voit bien qu'avec la façon dont le nouveau président des États-Unis, redevenu président des États-Unis, pratique, la façon dont d'autres dirigeants également agissent, notamment Poutine, alors lui il est au pouvoir depuis 25 ans, eh bien c'est le rapport de force qui est à l'ordre du jour, au mépris et au détriment du droit international. Et pour un diplomate, c'est un peu triste en effet de voir que des dirigeants, dans le fond, sont tentés de ne plus tenir compte du droit international, ou en tout cas de le considérer comme une variable secondaire, et de considérer que les grands problèmes doivent se traiter à partir de rapports de force. Ça conduit tout droit, évidemment, à la guerre. Quel rôle l'Europe et la France peuvent-elles jouer face aux grandes puissances comme la Chine, les États-Unis et même la Russie? Le rôle traditionnel de la France, c'est un rôle d'équilibre. La position gaulliste, gaullienne et puis gaulo-mitterrandienne, c'était en effet d'avoir de bons rapports avec l'ensemble des grandes puissances que vous venez de citer. Bien sûr, la France est un allié des États-Unis dans le cadre de l'OTAN, et ça avait été démontré lors de la crise de Cuba notamment. À ce moment-là, il n'y avait pas eu aucune hésitation sur le soutien des États-Unis dans le cadre de l'Alliance. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison non plus d'avoir de mauvais rapports avec la Russie ou avec la Chine sous prétexte qu'on fait partie de l'Alliance Atlantique. Et donc il y a eu cette politique qui s'est poursuivie longuement, qui a été mise à mal récemment, notamment par la guerre que Vladimir Poutine a décidé d'engager en Ukraine. Et ce n'est pas une petite guerre, parce que c'est une guerre contre un pays dont la Russie avait reconnu l'indépendance et reconnu et garanti les frontières, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. En dépit de ça, c'est-à-dire du droit international, Poutine a envahi l'Ukraine avec l'objectif très précis de supprimer son identité.
identité politique, identité culturelle. Et donc, c'est en effet très grave. Et 3 ans plus tard, un peu plus de 3 ans plus tard, on est toujours dans cette guerre qui tue beaucoup de gens, d'où l'idée en effet de rechercher les voies d'un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu, évidemment, ne peut pas se faire aux conditions du pays qui a été le pays agresseur. Et on est exactement au milieu de cette situation aujourd'hui. L'Asie a été un de vos terrains d'expertise. Quelle est votre analyse de l'évolution des relations entre la France, le Vietnam et même plus largement l'Asie? Bonne. Un des présidents de la République a attaché beaucoup d'importance à l'Asie, c'est évidemment le président Jacques Chirac. On connaît ses liens avec le Japon, puisque c'était un petit peu compliqué pour le directeur d'Asie que j'étais, dans la mesure où il avait été une 50aine de fois au Japon. Il connaissait le pays très bien, et en effet, il considérait que la France devait avoir de bonnes relations avec l'Asie en général, avec la Chine, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec le Vietnam, avec tous les pays de l'ASEAN. On a beaucoup poussé les pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Laos à entrer dans l'ASEAN, c'est-à-dire dans la communauté des pays de l'Asie du Sud-Est, et ça a plutôt été un succès, parce que le Vietnam, par exemple, est un pays très actif maintenant à l'intérieur de cette organisation régionale, puisque c'est une nouvelle tendance des relations internationales, la puissance des organisations régionales, et c'est aussi un facteur de paix, parce que s'ils sont dans la même organisation, ils ne vont pas se faire la guerre entre eux. Donc je crois que les rapports sont bons. Avec l'Inde, puisque j'ai passé 4 années en Inde aussi, le président Chirac a voulu que les rapports soient des rapports confiants. Il a même finalement défendu l'Inde après qu'elle ait fait les essais nucléaires en 1998, en s'opposant à Bruxelles à ce qu'il y ait des sanctions contre l'Inde. Les États-Unis étaient furieux que l'Inde ait fait ses essais parce qu'il leur avait dit de ne pas le faire. Donc ils ont mis des sanctions, mais ils les ont levées au bout d'1 an, lorsqu'ils ont vu que l'Union européenne ne suivait pas. Et ça, c'était grâce à la position française. Aujourd'hui, comme vous le savez, alors à l'époque, Jacques Chirac a signé un accord de coopération stratégique avec l'Inde, un pays considérable, qui occupe le centre de l'océan Indien, comme son nom l'indique évidemment, et qui reste un pays avec lequel les rapports sont très bons, à la fois sur le plan stratégique, sur le plan économique et sur le plan de la sécurité. C'est aussi un pays d'équilibre, parce que l'Inde présente la caractéristique quand même que c'est un pays démocratique, alors quelquefois on critique évidemment, plus ou moins démocratique, mais en tout cas, il y a des élections et il y a des alternances aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau des différents États. L'alternance, c'est le signe extérieur de la démocratie. C'est mieux qu'un pays qui ne connaît pas d'alternance pendant 25 ans. Et les relations sont bonnes avec Emmanuel Macron. Il y a souvent des visites entre les deux qui se sont passées. Oui, des visites, en effet, également des ventes d'armes, parce que l'Inde cherche à sortir du monopole soviétique puis russe, puisque les Russes ont beaucoup aidé l'Inde, les Soviétiques au moment de l'indépendance ont beaucoup aidé l'Inde, et aujourd'hui, comme vous le savez, l'Inde s'est équipée d'avions Mirage, de sous-marins français, et les rapports sont bons. Évidemment, c'est difficile de faire des affaires en Inde, parce que c'est un pays complexe, mais nos hommes d'affaires ont appris l'Inde, et ceux qui opèrent en Inde savent comment faire. La diplomatie traditionnelle est-elle encore efficace ou elle doit se réinventer au vu des événements qui se passent dans le monde actuellement? Bien sûr, elle doit se réinventer en permanence. Si vous voulez, la première qualité du diplomate, c'est de faire une analyse exacte de la situation. Après, dans la négociation, il peut raconter ce qu'il veut. C'est une autre affaire, mais au niveau de l'analyse, il doit tenir compte de tous les facteurs. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas quels sont tous les facteurs. N facteurs, mais on ne sait pas quel est le chiffre qui doit se substituer à N. Mais c'est ça le travail de base du diplomate, de façon à donner à son gouvernement une analyse correcte de la situation, qu'il soit en poste ou qu'il soit à Paris. Ensuite, effectivement, il doit proposer à son gouvernement, au ministre et au gouvernement, une politique étrangère, des éléments de politique étrangère en fonction de ses responsabilités du moment. Et c'est ce qu'on fait.
c'est ce que feront toujours les diplomates. Alors effectivement, tout se modernise, et notamment avec le numérique, avec le rôle que jouent les réseaux sociaux. Donc maintenant, la période de la dépêche soigneusement écrite pendant 8 jours pour envoyer des nouvelles à Paris et qui met plusieurs jours ou plusieurs semaines pour voyager, c'est terminé. Les liaisons sont instantanées, bien entendu, avec des moyens cryptés. Le télégramme existe toujours, mais il y a aussi des moyens cryptés comme le téléphone ou comme d'autres moyens qui permettent de communiquer instantanément. Donc ça change bien entendu la donne, et je pense qu'il faut aussi que les ambassadeurs prennent l'habitude, ils le font, de travailler avec la société civile, pas uniquement avec les autorités publiques, avec les autorités officielles, mais avec l'ensemble des autorités civiles, de la société civile. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sur place. Ils sont sur place parce qu'il faut connaître les différents secteurs de la société civile, les universitaires, les avocats, les hommes d'affaires, les différents partis politiques, si c'est un pays pluraliste comme l'Inde, ou si c'est un pays comme le Vietnam où il y a un parti unique, les différentes factions dans ce parti, parce qu'il y a quand même des factions. Donc c'est une activité évidemment qui est très diversifiée, qui touche à tous les domaines d'activité, aucun n'est exclu. Et puis, par ailleurs, l'ambassadeur a la tâche de coordonner les services extérieurs de l'État dans le pays où il est responsable, où il est nommé. Il y a un décret pris par Giscard d'Estaing qui donne à l'ambassadeur le pouvoir, c'est-à-dire la responsabilité de coordonner tous les services dépendants de l'État, quels qu'ils soient, y compris ceux qui dépendent du ministère des Finances, y compris ceux qui dépendent du ministère de la Défense. Et s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est l'ambassadeur qui est responsable. Justement, avec toutes ces transformations, quels conseils vous donneriez à la diplomatie aux diplomateurs de demain, et comment vous voyez la diplomatie de demain? Peut-être des conseils aux étudiants qui ont envie de devenir diplomates. D'abord, il faut une formation, en effet, très diversifiée, économique, juridique, relations internationales, linguistique un peu, encore que ce ne soit pas, on ne peut pas parler toutes les langues puisqu'on va dans des pays très différents, mais il faut quand même en parler quelques-unes. Et puis l'ouverture d'esprit, peut-être, parce que le diplomate doit être convaincu que l'autre n'a pas forcément tort et que de toute façon, pour négocier avec lui, il faut rentrer dans sa façon de penser, sinon on ne peut pas négocier avec lui, évidemment.